Je m'appelle Madame Delmas, j'ai une fille Julie qui est handicapée, qui est polyhandicapée et qui a 40 ans aujourd'hui. Voilà, on m'a demandé d'intervenir au sujet des annonces et en réfléchissant à mon expérience personnelle, en fait, d'annonces, il n'y en a pas eu. Il y a eu ce que j'appellerais un cheminement vers la réalité de ce qu'allait être notre vie et celle de notre fille. Parce que je dois dire que j'ai eu une grossesse tout à fait normale, un accouchement tout à fait normal. La première visite de Julie par le pédiatre un jour après sa naissance a eu comme conclusion: Julie est parfaite. Voilà. Donc tout était normal et rien ne laissait présager ce qui nous attendait. Le, la visite du médecin du 4e mois, pareil, n'a révélé aucun dysfonctionnement, rien de bien inquiétant, à part que Julie était un bébé sage qui dormait beaucoup, et c'est tout. Ce n'est qu'après, un petit peu après, qu'on a commencé, nous, la famille, mon mari et moi, à nous inquiéter parce qu'elle n'avait pas d'intérêt visuel. On voyait bien que ce bébé ne regardait pas comme il aurait dû regarder, donc il ne tendait pas les mains vers les objets, vers le 4e mois, 5e mois. Et c'est nous qui nous sommes inquiétés, qui ont dit, mais moi j'ai pensé qu'elle était aveugle. J'ai dit, elle a un problème de déficit visuel. Donc à partir de là, nous sommes allés à Purpan, nous avons eu une visite à Purpan, dans le service de pédiatrie. Et là, bon, ça a été une douche froide, en nous disant que Julie avait beaucoup de retard. Donc, on est reparti avec ce diagnostic. Julie a du retard. Voilà, rien n'a été prononcé au niveau handicapé, elle a du retard. Là, nous avons été orientés vers Paul Dautin pour une rééducation en externat dans un premier temps, c'est-à-dire elle était chez une nourrice la journée, puisqu'on travaillait tous les deux, et je l'amenais régulièrement à Paul Dautin pour faire des exercices de rééducation avec kiné, avec le stimuli visuel et tout et tout. Elle a fait pas mal de progrès rapidement au niveau visuel, au niveau tonus musculaire, petit à petit. Et puis, au bout d'un moment, évidemment, la rééducation a demandé beaucoup plus d'implication. La nourrice m'a dit, bien sûr, qu'elle ne pouvait plus la garder. Et on l'a mise donc à Paul Dautin en demi-pension. Et de là, s'est déroulé, si vous voulez, je ne sais pas, un cheminement. Et au 9e mois, bien sûr, quand on est arrivé à Paul Dautin, ce que je dois dire, c'est qu'on ne connaissait pas du tout le milieu du handicap. Je dis souvent, ça a été un alunissage. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans ce milieu sans aucune préparation, sans rien du tout, avec tout cet environnement de parents, d'enfants handicapés. Il y avait des enfants qui étaient grands à Paul Dautin quand même, et donc on voyait bien la réalité de ce qui allait nous attendre, hein, mais jamais personne ne nous a dit, bon, votre petite elle est handicapée. Le mot handicap, la première fois qu'on l'a lu, ça a été sur un papier, un document de la CPAM au sujet de l'allocation qu'on allait pouvoir percevoir. Voilà. C'est pour ça que je veux dire que d'annonces réelles, il n'y en a pas eu. Personne un jour nous a pris en face en nous disant, voilà, votre petite est handicapée, dont on savait déjà pourquoi elle n'était pas handicapée. On a su après que c'était parce qu'elle avait eu des convulsions légères qui étaient passées inaperçues, qui avaient fait un traumatisme dans le cerveau, donc qui était irréversible. On nous a dit de toute façon que c'était irréversible, qu'il n'y avait rien à faire. Hein. Et voilà, donc on ne nous a jamais proposé de soutien psychologique, et ça je le regrette énormément, parce que ça nous a handicapés pour la dizaine d'années qui a suivi, parce que ce cheminement après, pour accepter ça, là je déborde peut-être un peu par rapport aux annonces. Ça a été un chemin qui a été très long parce que la première réaction, ça a été l'incompréhension, la révolte, un sentiment d'injustice, un sentiment on a été complètement anéantis pendant quelques années, au point qu'on a commencé à rejeter, nous parents, l'institution, qui pourtant s'occupait bien de Julie. Et voilà, quand on s'est aperçu que plus on rejetterait tout ça, moins ça irait pour elle et pour nous,
Ben, les années avaient passé, donc on n'a pas eu de deuxième enfant. C'était le premier, on n'en a pas eu d'autres parce que ce n'était pas possible dans notre tête. Et voilà. Et je pense que des annonces doivent être faites clairement aux parents. Les parents et en plus, il faut leur proposer des soutiens psychologiques en leur expliquant, voilà, et tranquillement ce qui va se passer, comment on va les aider, comment leur enfant va être pris en charge, au lieu de laisser s'installer des sentiments qui sont finalement néfastes pour le développement d'une famille. Merci. C'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que vous dites qu'à la fois vous voyez bien que les institutions auxquelles vous avez affaire accompagnent bien votre enfant, mais quand même vous êtes dans cette mise à distance, voire dans ce rejet de cette institution-là, du fait de cette difficulté autour de l'annonce. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on voyait que cet enfant ne se développait pas comme il faut, personne ne s'affolait autour de nous. Et le jour où on a dit, mais enfin, il faut faire quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est nous qui avons sollicité ça. Et alors, quand je suis arrivée à Purpan avec mon couffin et ma fille, mon mari n'était pas là parce qu'il travaillait, j'étais incapable de repartir. Il a fallu qu'il vienne me chercher. Parce que là, j'ai commencé à entrevoir ce qui nous attendait. Alors que rien ne le présageait. Bon, il y aurait eu un problème à un accouchement, quelquefois des accouchements qui se passent mal, des enfants qu'on réanime ou voilà, qui sont en difficulté. Mais bon, Julie, comme je dis, comme le pédiatre m'a dit, Julie est parfaite. Et en riant, je lui ai répondu, j'espère bien. Voilà. Le premier jour avec ma fille, comment ça s'est passé. Bon, et depuis, on a fait beaucoup de chemin comme on a pu, mais bon, ça n'est pas trop mal sorti, je trouve, mais ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Voilà, c'est ce que je déplore. Parce que si on aide les gens au départ, ce cheminement, ils sont capables de le faire plus rapidement. Je crois, il me semble. Parce que maintenant, nous nous sommes impliqués dans la vie associative de la Masse-Georges Delpech. Moi, je suis au CVS, comme Madame Fine. On s'implique pas mal dans la vie de l'établissement et de notre enfant. On a accepté beaucoup de choses. Et moi, je me rappelle de la réflexion de la psychologue quand le jour où j'ai dit, bon, maintenant, la poussette canne, ça suffit, il faut qu'on prenne un fauteuil, elle m'a regardé, elle me dit, mais c'est vous qui me dites ça? Mais j'ai dit, oui, je vous dis ça, parce que maintenant, il faut un fauteuil. Je veux dire, le cheminement était fait, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, on marche avec eux. On n'a plus ces sentiments de révolte qui embrouillent la vie, de révolte, d'incompréhension, de tout ça, quoi. Merci beaucoup, madame. Madame Fine. Bonjour, alors moi je suis la maman de Johan qui a fait 44 ans cette année. Et donc, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Annie pour les annonces. Mais bon, moi, ça s'est présenté autrement, hein. Johan est né à 6 mois et demi, donc un grand prématuré. Et il a eu toutes les complications du grand prématuré. Il a été réanimé. Bien. Ensuite, nous avons sorti Johan de Purpan à 2 mois et demi. Et là, tous les mois, nous avions rendez-vous avec le professeur et toute sa troupe derrière. Et quand on allait en consultation, eh bien, c'était toujours la même phrase. Tout va bien, madame. Rien à vous signaler. Vous pouvez repartir chez vous au mois prochain. Donc, moi, c'est mon troisième enfant. Enfin, c'était mon troisième enfant, mon troisième garçon. Donc, je m'étais bien aperçue qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui n'allaient pas. Il ne se tenait pas assis, il avait les poings fermés, il avait la tête qui baissait, il bavait, donc incapable d'attraper un boudoir ou voilà. Donc, au 9e mois, à la consultation que j'avais avec ce professeur, je suis rentrée dans cette salle, je ne les ai pas laissés parler. Et je leur ai dit, bon, maintenant, ça suffit. Vous allez me dire exactement ce qu'il y a, parce que c'est mon troisième enfant, et je sais très bien, je m'attendais à ce qu'il ait du retard, mais à ce point-là, ce n'est pas possible. Et là, on m'a répondu tout simplement, vous avez raison, madame, il faut l'emmener à Paul Dautin. Voilà. Donc, comme Annie a dit,
C'est une douche glaciale qu'on reçoit, avec aucun soutien. J'étais seule avec ce petit, je l'ai pris dans mes bras, j'ai pris un taxi, j'ai pleuré énormément et je me suis dit, je savais ce qui m'attendait, donc je dis, j'ai deux solutions, ou je me tue avec ce petit, ou je combats parce que j'ai deux autres enfants. Et là a commencé le vrai combat. Voilà. Donc, nous avons été à Paul d'Autun. Paul d'Autun, évidemment, a pris en charge Johan à titre... J'allais 3 fois par semaine à Paul d'Autun. J'ai fait une rééducation, mais alors je faisais le triple de ce qu'on me disait pour que ça aille plus vite, mais bien. Ensuite, quand il a eu 4 ans, j'ai demandé de nouveau une consultation avec un médecin de Paul d'Autun. Et alors là, l'annonce, elle a été vraiment très, très, très dure pour nous, en nous disant que de toute façon, Johan ne parlerait jamais, que c'était un débile profond et qu'il fallait tout simplement l'abandonner. Voilà. Donc là, là encore un coup, on pleure un bon coup. Et puis après, moi, je me révolte, c'est ma façon d'agir. Donc le lendemain, je suis arrivée comme une furie au centre Paul d'Autun. Et je leur ai dit que ce centre n'avait pas lieu d'exister si eux ne croyaient pas en ces enfants et ne pouvant pas les aider. Donc là a commencé des combats terribles parce que, évidemment, même au point de vue, comme Annie disait, pour la vue, ça a été pareil pour Johan. Johan, je l'amenais même à Rangueil chez des professeurs. Les consultations qu'il y avait, tout allait bien. Tous les examens qu'il avait, soi-disant, tout allait bien. Jusqu'au jour où, comme je lui faisais beaucoup de rééducation à la maison, que je me suis aperçue qu'en lui mettant vivement la main devant ses yeux, il n'avait aucune réaction. Aucune réaction. Et donc, c'était par les bruits qu'on s'imaginait qu'il voyait, mais il ne voyait pas. Voilà, les annonces ont été très, très difficiles à admettre parce qu'on n'a eu aucun soutien, aucune aide, si ce n'est que de nous dire la rééducation, oh là là, il faut avoir de la patience, mais une fois, ça suffit par jour. Moi, je n'y ai jamais cru. Donc, on a fait le maximum pour Johan. On a même fait la méthode du patterning pendant presque 5 ans. Alors, tout ça pour vous dire que Johan, maintenant, c'est un jeune qui parle, qui a de l'humour et qui donne le moral aux autres même, souvent à ceux qui s'en occupent, à la masse Georges Delpech, et puis à ses petits camarades. Et voilà, on me dit souvent que c'est le rayon de soleil de la masse parce qu'il fait rire beaucoup de monde, et puis il a un caractère extraordinaire. Voilà, il nous a fallu beaucoup de temps, comme Annie, pour accepter l'handicap. Moi, j'ai été beaucoup soutenue par ses frères. On a eu d'autres enfants. Voilà, c'est une famille nombreuse. Et Johan, voilà, il a grandi. Quand il était par terre, il était par terre. Tout le monde se mettait à son niveau quand on a pu. Et puis après, il y a eu aussi le moment de prendre le fauteuil. Mais personne ne nous l'a indiqué. On a fait ce cheminement tout seul, en tant que parents. Alors, on espère que là, ça fait des années, puisque nos enfants maintenant sont des adultes avec un certain âge. On espère que maintenant, ça a évolué et qu'on puisse aider ces jeunes parents qui seront dans la même situation que nous. Oui, bonjour. Dans notre système de santé, l'annonce désagréable est souvent ratée et parfois dramatique. Pourquoi ? Parce que, historiquement, elle a été faite par des médecins, et des médecins en échec, qui consentaient leur impuissance, d'où des annonces d'évitement, des annonces vagues, dilatoires, et à l'arrivée, donc, l'arrivée dans une sphère inconnue que vous découvrez, qui est le monde du handicap. Donc, il est évident que c'était inadmissible. Ce qui se passait était inadmissible. J'allais dire
des médecins qui ne connaissent pas le handicap. Ce n'est pas vrai, parce que Paul Dautin connaissait parfaitement le handicap. Donc, la création des CAMS a répondu notamment à cette nécessité de gérer de façon un peu plus humaine la question de l'annonce. Donc, je crois qu'il est parfait que vous ayez invité un CAMS que je connais bien pour montrer ce que les CAMS peuvent apporter, les CAMS qui sont d'une institution récente, montrer ce qu'ils peuvent apporter. Bonjour, donc je suis Claire Vandenabel, je suis psychomotricienne au CAMS de Montauban et donc voici ma collègue. Et je suis Flore Chenet, kinésithérapeute au CAMS de Montauban. Et pour rappeler, CAMS, ça veut dire Centre d'action médico-sociale précoce. Et nous accueillons les enfants de 0 jusqu'à 6 ans. Bon, c'est difficile de parler après ce témoignage. On va commencer. Nous, on a apporté une vidéo qui a été réalisée par notre collègue Marion Montillet, qui est psychologue. Donc, pour présenter cette vidéo, elle nous a transmis ces mots. En 2018, nous avons été invités par le réseau Parentalité 82 à participer à une journée d'échange ayant pour thématique parentalité et handicap. Nous ne pouvions pas penser une intervention sur ce thème sans associer les parents à notre démarche. Aussi, nous avons fait le choix de proposer une croisée des regards parents-professionnels sous la forme d'un dialogue entre Audrey, la maman d'Andrea, et moi-même, Marion Montillet, psychologue au CAMS. Cette vidéo est le fruit de notre collaboration. Elle retrace le parcours d'Andrea et de sa famille, le travail du CAMS et de l'accompagnement psychologique des familles dans les différentes étapes qu'ils traversent, que nous traversons ensemble. Bonjour à tous et bienvenue au CAMS. Je suis Marion Montillet, psychologue, et je vous présente Audrey, qui est la maman d'Andrea. Audrey, je vais vous proposer de commencer par nous raconter l'arrivée d'Andrea, sa naissance et le contexte de l'annonce de son handicap. Alors, je voudrais préciser tout d'abord qu'il y a eu un avant. Donc, je suis la maman d'Alban, qui a aujourd'hui 9 ans. Donc, j'ai été une maman ordinaire pendant 5 ans. J'ai connu la joie, la simplicité, la légèreté. Le 30 juillet 2014, Andrea naît. Donc déjà, les yeux tournent dans tous les sens. Pas de soucis particuliers selon l'équipe, mais déjà un doute s'installe pour nous. Donc deuxième jour, deuxième bain, première convulsion, service néonatalité pour 1 semaine. Donc nous sommes déjà séparés de notre fille. On nous dit qu'Andrea est fragile, qu'il faut la rassurer et la surveiller. Retour à la maison au bout de 24 heures. Donc deuxième convulsion, les pompiers, urgence pédiatrique à Purpan. Nous avons peur, très peur. On entend les premiers mots, épileptiques. Nous sommes perdus. Électroencéphalogramme, IRM et rapidement diagnostic. Anomalie de la giration en périéto-temporal externe droit avec aspect de micropolygérie. Là, nous sommes vraiment perdus. Andrea a une malformation cérébrale. Les conséquences au niveau moteur et psychique peuvent être légères comme très lourdes. Donc c'est le choc, le brouillard, plus rien autour, perte de repères, limite du malaise. Nous sommes dans une bulle, plus personne n'est autour de nous, même mon corps réagit. C'est le chaos debout. Andrea n'a que 8 jours. Dites-nous Marion ce qui se passe pour nous, parents, lors de cette annonce. Alors, ce que je vais commencer par vous dire, c'est qu'on ne fait pas de généralité, on ne peut pas en faire parce que chaque personne est différente et que le vécu de chacun est propre à chacun. Par contre, ce que les auteurs s'accordent à dire, c'est que voilà, cette annonce diagnostique, elle a toujours l'effet d'un choc, d'un traumatisme. Voilà, on parle de choc psychologique avec des réactions bien sûr diverses qui sont toujours souvent incontrôlées. Voilà, mais qui sont toujours accompagnés d'une grande souffrance psychologique et d'un grand désarroi chez les parents. Parce que le handicap de l'enfant, il va vous confronter en tant que parent à une réalité irréversible, à un sentiment d'irrémédiable. Vous êtes face à une impossibilité de retour en arrière, et cette impossibilité, elle est aussi associée à une difficulté à se projeter dans le futur.
Je vais vous lire l'extrait d'un article qui s'appelle « L'impact du handicap sur les processus de parentalité » de Simone Korfsos, parce que je trouve qu'il nous en dit long sur ce qui se passe à ce moment-là pour vous. Elle écrit « Lorsqu'arrive au monde un enfant pas comme les autres, c'est tout l'univers d'une famille qui bascule. L'annonce du diagnostic est un choc, qui partage la vie familiale en un avant, qui semble disparu à tout jamais, et un après qu'il va falloir construire et aménager. » Donc à la naissance d'un enfant, en tant que parent, vous allez devoir entamer un travail de deuil pour pouvoir accueillir l'enfant réel. Ce processus de deuil, il est propre à tous les parents, mais il est d'autant plus complexe lorsque l'enfant qui naît est atteint d'une maladie ou d'un handicap. Donc le processus parental qui est en marche à ce moment-là, il est comparable effectivement à ce travail de deuil et il va s'effectuer en plusieurs phases. Une phase de déni, de colère, des phases de négociation, de dépression parfois, pour arriver jusqu'à l'acceptation. Dans la pratique, ce qu'il est important de dire, c'est que ces phases, elles ne s'observent pas forcément de façon séquentielle, ce n'est pas une phase puis l'autre. Il n'y a pas de passage obligé non plus dans une phase ou une autre. Ce qui est important par contre, et là je m'adresse plutôt aux professionnels, c'est de toujours avoir en tête et de ne jamais oublier qu'on ne peut pas éradiquer les effets de cette annonce. Ces effets de la colère, la culpabilité, tous ces effets dont on vient de parler, parce qu'ils sont inhérents à l'annonce et qu'ils sont habituels. Nous, en tant que professionnels, on a juste à les respecter, à les accompagner, à les soutenir. Notre travail, c'est d'atténuer le choc de l'annonce, d'expliquer, de rassurer, d'informer, de soutenir et d'accueillir. Voilà, c'est ça nos missions en tant que professionnels dans votre accompagnement. On l'a dit, l'annonce du handicap, elle va se faire en plusieurs temps. Moi, j'en distingue deux. Donc, celui qu'on vient de décrire, qui est le temps du traumatisme et du choc psychologique. Et puis, va venir ensuite le temps de la reconstruction, le temps de l'élaboration de nouveaux projets. Donc, cette annonce, elle devrait toujours pouvoir s'accompagner d'une proposition de soutien des parents. Et d'ailleurs, Audrey, dites-nous comment vous avez été accompagnée dans ces différentes étapes. Alors au début, la neurologue est présente par téléphone simplement, car les traitements antiépileptiques se succèdent mais aucun ne fonctionne, car Andrea fait des crises à longueur de journée. Nous restons dans le chaos pendant 1 mois, seuls, livrés à nous-mêmes. Le retour en pédiatrie à l'hôpital a été un soulagement. Nous avons été reçus par le docteur Charpentier, donc enfin un soutien, une écoute, quelques conseils malgré l'impuissance face à l'épilepsie d'Andrea, mais un suivi médical régulier est mis en place. Puis nous rencontrons le docteur Brahim, donc directrice du CAMS, donc c'est une rencontre déterminante. Elle nous dit les choses que nous devons entendre, ne nous cache rien. C'est déstabilisant, mais cela nous fera avancer. Étrangement, nous avons été sonnés, mais soulagés. Une prise en charge globale est mise en place pour Andrea. Donc le suivi kiné, orthophonie, psychomotricité, l'aide aux démarches administratives, le soutien psychologique pour la famille. Donc finalement, sans le savoir ce jour-là, Andrea est passée de l'enfant imaginaire à l'enfant réel. Voilà, nous n'étions plus seuls, nous savions où nous diriger et comment. Donc le suivi psychologique a été nécessaire pour me construire et trouver une stabilité. Voilà, ma souffrance a été prise en compte. Je me suis autorisée à me soucier de moi, à m'effondrer, à me révolter. Donc cet accompagnement avec vous m'est primordial pour avancer. Voilà, de même pour Alban, qui sait aussi à qui se confier, partager, livrer ses petits tracas du quotidien, mais aussi ses peurs et ses angoisses. Et elle arrive toujours à ressortir avec une solution pour générer ses émotions malgré son jeune âge. Voilà, avec vous, Alban a trouvé son équilibre. Voilà, votre confiance, vos séances entraînent un mieux-être pour nous, un regain d'optimisme pour toute la famille.
En termes d'accompagnement, il faut aussi souligner celui des non-professionnels, mais des familles, des mamans d'enfants extraordinaires qui partagent leur expérience, donc qui est un soutien important pour combattre la solitude et l'isolement. Donc le CAMS s'accompagne pendant 6 ans. Et le CAMS est encore à nos côtés aujourd'hui. Andrea a 4 ans. Mais qu'en sera-t-il après ? Marion, je vous laisse expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas encore le CAMS, comment ça se déroule et quels sont les temps forts selon vous de cet accompagnement. Alors la première étape de l'accompagnement, c'est le temps de la rencontre et de l'accueil. L'accueil, si on regarde la définition, qu'est-ce que c'est que l'accueil ? L'accueil, c'est défini comme la réception qui est faite à quelqu'un. Donc accueillir, c'est recevoir. L'accueil, c'est le premier temps de la relation. Au CAMS, nous, on propose un rendez-vous dédié à cet accueil qui est mené par l'assistante sociale ou la psychologue coordinatrice ou par nous, les psychologues. Mais voilà, c'est important pour nous d'accorder un temps particulier à cette première rencontre. Lors de cet accueil, l'écoute, la bienveillance, l'empathie et le respect de la temporalité de chacun sont nécessaires pour pouvoir se rencontrer et vous accueillir et démarrer cet accompagnement. Là, du coup, je fais un petit arrêt sur cette notion de temps et de temporalité parce que c'est important de dire que voilà, notre temps à nous professionnels, individuels, mais aussi institutionnels, c'est pas forcément votre temps à vous parents. Donc, on a vraiment un travail à faire sur cette question-là pour pouvoir toujours vous accompagner là où vous êtes, là où vous en êtes, vous. Et c'est de là qu'on part finalement et c'est là que tout commence. Donc notre travail, c'est d'atténuer le choc de l'annonce, d'expliquer, de rassurer, de soutenir et on l'a dit, d'accueillir. Voilà, ce sont nos missions en tant que professionnels dans votre accompagnement à vous, parents. Quand on s'est rencontrés, Audrey, d'abord on a appris à se connaître. Voilà, j'ai fait connaissance avec vous, j'ai accueilli vos émotions, vos questionnements et vos doutes. On a toujours avancé ensemble et c'est toujours vous qui avez guidé ce travail. Voilà, petit à petit, vous vous êtes autorisé à évoquer votre vécu et vous avez pris place dans cet espace qui est le vôtre. Au CAMS, si je parle de façon plus générale, l'accompagnement des familles il va se décliner sous plusieurs formes, dans plusieurs temps et dans plusieurs espaces. Voilà. Notre idée, c'est de toujours associer les parents et l'entourage à la mise en œuvre des soins et de l'accompagnement de l'enfant, parce qu'on on va définir ensemble le projet de soins. L'accompagnement, il doit toujours être personnalisé et il va prendre plusieurs formes, donc celui que vous connaissez, le soutien psychologique, ça peut être des consultations avec le pédopsychiatre, une guidance éducative, la participation à toutes les séances avec les professionnels qui gravitent autour de votre enfant, qui sont aussi bien sûr des temps d'échange. On va vous accompagner sur toutes les démarches administratives parce qu'on en connaît la lourdeur. Voilà, tout ce qui est le soutien social. On va essayer aussi de vous accompagner dans les démarches de socialisation pour votre enfant. On va proposer aussi parfois des temps au CAMS d'écoute et d'échange plus collectifs. Donc on a monté un café des parents, voilà, qui est un espace convivial qui est ouvert sur les temps de consultation des enfants. On essaie de faire des ateliers parents-enfants, des groupes de parole aussi. Et puis on accorde bien sûr une place toute particulière aux frères et aux sœurs. On leur offre la possibilité aussi, en fonction des besoins qui sont exprimés par la famille, par eux, de pouvoir s'exprimer, faire état de leurs ressentis et de leurs émotions. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Alban, que j'ai eu la joie de rencontrer votre fille, qui vient me voir régulièrement sur les temps de vacances scolaires. Donc voilà, pour nous c'est vraiment important que les frères et sœurs ils soient intégrés dans ce projet d'accompagnement parce qu'ils font partie intégrante de la famille et à ce titre ils ont leur place aussi ici au CAMS. Et on sait ô combien ils peuvent être aussi impactés du fait du handicap de l'enfant.
Pour finir, je dirais que voilà, pour nous, c'est important de toujours vous resituer en tant que parent, parce qu'il faut dire à quel point vous êtes confrontés souvent et trop souvent à des phénomènes d'exclusion du groupe des parents. Voilà, par exemple parce que les lieux de socialisation sont difficilement accessibles et que ça vient toujours raviver le sentiment d'exclusion qui est inhérent au handicap de votre enfant. Donc c'est aussi en faisant ces constats-là, le constat des manques et des besoins non pourvus, et dans cet élan de reconstruction que s'est ancré votre projet, le projet de création d'une association, donc l'association Andrea On est là. Donc je vous laisse nous raconter un peu cette aventure. Donc après avoir évoqué tout cela, tous ces manques, il y a en effet le temps de la reconstruction. Nous avons ressenti le besoin de rebondir avec un projet, la création d'une association. Effectivement, j'ai le sentiment d'avoir tout donné, de ne plus avoir les moyens et les outils. Andrea, aujourd'hui, elle va mieux, va beaucoup mieux. Elle découvre le monde. Elle a besoin d'être stimulée en permanence pour évoluer, gagner en autonomie. Elle a vraiment besoin de plus. Donc nous avons découvert l'éducation conductive, donc une méthode globale et positive, la méthode PETO, qui montre à l'enfant polyhandicapé comment contourner les problèmes pour qu'il connaisse des succès et pour qu'il les apprécie. Voilà, c'est une méthode non reconnue en France et onéreuse. Grâce à l'association, nous avons embauché une garde d'enfants, donc très impliquée. Elle prend le relais 8 heures par semaine. Andrea communique autrement, elle échange, elle partage, elle progresse à ses côtés. Andrea suit des séances d'éveil musical puisqu'elle adore la musique. Les futurs projets seront du loisir pour Andrea, donc des séances d'éveil piscine, de l'équithérapie. Et voilà, nous voulons aussi anticiper les besoins matériels futurs, certainement très onéreux. Voilà, l'association a permis de rassembler, de partager, d'aider aussi d'autres familles et enfants, d'agir et surtout d'avancer. Voilà, Andrea est une petite fille adorable et courageuse. Elle fait avec ce que la vie lui a donné. Ce n'est pas toujours simple. Mais c'est aussi l'histoire de nombreux enfants comme Ambrine, Béatrice, Justine, Émilie, Carla, Annelise, Camille et bien d'autres encore. C'est l'histoire d'un combat mené avec les familles pour grandir, se développer au maximum de leurs capacités, sans se fixer de réels objectifs, mais surtout pas de limites. Être parent d'un enfant handicapé est à la fois une difficile épreuve au quotidien et une merveilleuse histoire d'amour. Donc pour finir, je ne dirai que quelques mots sur la notion de résilience qui a bien été décrite par Boris Cyrulnik. En psychologie, la résilience, c'est la capacité à vivre, à réussir, à se développer en dépit de l'adversité. La présence d'un réseau extérieur soutenant est indispensable. La capacité de résilience de chacun, elle est moitié innée, moitié acquise. Les déterminants et les facteurs de cette résilience, ils peuvent être de 3 types, individuels, familiaux ou sociaux. Les soignants et l'environnement tiennent un rôle prépondérant dans cette reconstruction. Mais finalement, Audrey, le récit de votre histoire, de votre parcours, il nous suffit à comprendre cette notion de résilience. Donc je vais juste finir en vous disant merci. Merci pour cette rencontre, merci pour cet échange, pour cette croisée des regards et puis pour votre confiance surtout. Merci à vous, Marion. Voilà cette vidéo que vous nous avez présentée pour nous présenter que finalement, 40 ans après les situations qui ont été présentées par Madame Delmas et Madame Fine, il y a beaucoup de choses qui ont quand même évolué. Pour autant, on sait la difficulté des moyens des CAMS. On peut en parler dans le cadre des études que l'on mène. Je vous redonne la main pour la suite de votre intervention. Donc nous, on est Claire et moi, psychomotricienne et kinésithérapeute. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un groupe parents-enfants autour de la relation corporelle qu'on a créé cette année. Mais
donc cette création, elle est le fruit d'autre chose. Donc vous pouvez passer. Donc il y a 2 ans, c'est ça, en 2019, ouais. On a constitué un groupe sur le CAMS de travail autour de l'accueil et de la prise en charge des enfants polyhandicapés sur le CAMS. Donc ce groupe de travail, il a été mené avec un professionnel, un professionnel du CAMS de chaque spécialité. Et aussi, il y a eu des questionnaires qui ont été transmis aux parents d'enfants polyhandicapés sur le CAMS pour avoir des retours de quel est l'accompagnement qu'on leur propose, qu'est-ce qu'ils attendraient de plus, etc. La spécificité du CAMS dans l'intervention précoce devait bien évidemment être prise en compte dans ce travail-là. Donc, chez nous, il y a évidemment la question de la plasticité cérébrale. Et puis l'accompagnement très spécifique de la parentalité et d'un bébé aux besoins spécifiques, parce que quand ces enfants arrivent au CAMS, ce sont des bébés. Voilà, avec toutes les questions qui viennent pour nous professionnels de comment on accompagne ce développement, où est-ce qu'on est dans trop de stimulation, quand est-ce qu'il faut privilégier la question du confort, voilà. Donc on a mis en avant, nous on s'est construit notre protocole d'accueil, alors qu'il y a un petit peu, on ne va pas le détailler là parce que c'est un petit peu, il y a beaucoup de choses, mais voilà, on a un petit peu repositionné tout dans chaque discipline, voir comment on pouvait améliorer un petit peu notre façon d'accueillir ces enfants-là. Et aussi comment on pouvait faire des ponts entre les disciplines, qu'est-ce qu'il y avait de commun, qu'est-ce qu'on pouvait travailler ensemble et qui pouvait être transdisciplinaire, mais surtout sortir du CAMS aussi. Donc vous pouvez passer à la diapo suivante, qui est la suite du protocole. Et surtout, à l'issue de tout ça, on s'est posé la question quand même de l'implication des parents dans la création du projet de soins. Et avec nous, on a des réunions qu'on appelle des synthèses autour des enfants. Comment on peut faire participer les parents aux synthèses, donc à la collaboration de la création du projet de soins. Donc ça, c'est un travail qui est encore en cours. Et c'est des questions qu'on se pose pas que dans le cadre de l'accueil de l'enfant polyhandicapé, aussi auprès d'autres enfants. Voilà. Alors, on va peut-être pas tout détailler les objectifs de nos professions. Simplement, en psychomotricité, la question qui est venue vraiment très très fortement en avant, c'est la question dont on a déjà parlé à plusieurs reprises de la temporalité de la lenteur. La question des stimulations, parce qu'on est beaucoup dans la stimulation sensorielle. Et voilà, comment proposer des stimulations sans être dans du trop ni dans du trop peu, pour pouvoir permettre aussi l'intégration de nouvelles stimulations, pour pouvoir que l'enfant puisse se construire une représentation du monde cohérente, stable, rassurante. Voilà, mais aussi qu'on ne soit pas dans du trop. Voilà, que ce soit pas agressif, tout ça, qu'on puisse aussi accorder le temps de latence par rapport aux réponses, parce que bien souvent il y a des réponses qu'on ne repère pas comme ça si on va trop vite et qu'il faut vraiment accorder énormément de temps. Voilà. Après, au niveau des moyens, très rapidement, donc la stimulation de la motricité globale, l'installation à visée de confort, de plaisir, à visée exploratoire. Et puis tout ce qui est de l'ordre des médiations sont intéressantes à prendre en compte, la balnéothérapie, on a pensé au cheval aussi, même si c'est des tout petits, la musique, le massage bébé aussi qu'on peut adapter sur des enfants même plus grands. Voilà. La question aussi de l'accompagnement des parents. Ce qu'il faut préciser quand même, c'est qu'au CAMS, dans les prises en charge, on est sur de l'ambulatoire, donc ce sont des séances, des rendez-vous auxquels viennent les enfants. Les parents sont présents dans les séances. On fait des séances avec les parents. Donc parfois, on passe beaucoup de temps à discuter. Mais au final, voilà, c'est ensemble que ça se passe. Du coup, il y a un accompagnement sur tous les aspects moteurs, posturaux, sensoriels. La question du portage aussi, comment aider à trouver un portage efficace et confortable. Et puis s'articuler avec votre expertise, ce dont il a été parlé ce matin. Le fait que vous connaissiez très très bien vos enfants, mieux que nous. Et donc, du coup, pour enchaîner sur les objectifs spécifiques en kiné, c'est pareil, je ne vais pas tout détailler, mais l'objectif principal, c'est quand même d'aboutir à une motricité qui est intentionnelle.
donc qui vient vraiment de l'enfant et qui n'est pas déclenché uniquement par l'adulte. Et du coup, qui va être le support aussi pour l'enfant de ses interactions, de sa communication, qui peut être verbale mais aussi non verbale. Et aussi, ça va être de faire émerger au mieux toutes les capacités de l'enfant et surtout le rendre le plus autonome possible dans sa vie quotidienne, en lien avec ses parents. Donc du coup, je rejoins dans les moyens, il va y avoir aussi tout l'accompagnement des parents sur ce qu'a dit Claire, mais aussi sur au quotidien, comment on va faire à partir de ce que c'est faire l'enfant aujourd'hui, comment vous faites dans le duo, dans le trio, pour que votre vie quotidienne elle soit plus facile, mais que l'enfant soit vraiment une pièce maîtresse dans la vie quotidienne et soit pas trimballé un peu au gré de la vie, quoi. Voilà. Donc ensuite, tout ça, ça nous a amené à réfléchir au groupe qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pour savoir, avant, on avait déjà un groupe d'accueil des enfants polyhandicapés, mais où il y avait un enfant, un professionnel. Donc on accueillait 3 enfants dans le premier groupe. Ça a été inspiré d'un groupe qu'on avait vu sur le campus de Montpellier, qui était vraiment autour des stimulations sensorielles. Les parents n'étaient pas présents sur ce groupe. Par contre, il y avait un espace en parallèle du groupe qui était ouvert avec en particulier une psychologue. Bon, ce groupe a fonctionné pour les enfants, mais les parents ne se sont pas saisis de l'espace qu'on leur proposait à ce moment-là. Donc peut-être qu'il n'a pas été assez pensé aussi avec les parents. Et je continue, ouais. Donc après, sur ce groupe, ce qu'on a vu, c'est que les enfants, comme on a pu le voir plus tôt dans la matinée, étaient particulièrement sensibles au niveau du canal auditif et au niveau des stimulations vestibulaires. Ensuite, cette année qui a été particulière, il y a eu le confinement et du coup, il y a eu des séances qui ont été menées en visio. On a pu constater du coup que les parents étaient parfois démunis et puis nous aussi, en fait, on était démunis pour guider les parents et les enfants au travers de la caméra. Et que les parents, il y en a qui étaient très très à l'aise avec leurs enfants et puis finalement d'autres qui avaient très peur de mal faire et puis plein d'autres graduations. Et tout ça, ça nous a montré que c'était difficile aussi pour les parents de s'approprier des gestes techniques qu'on avait en séance et pourtant que nous, on ne considère pas qu'ils ne nous sont pas réservés, juste peut-être que oui, on a l'habitude de les faire etc. Donc tout ça. Et puis avec l'idée que finalement, nous, on intervient sur une séance en proposant un guidage corporel et que finalement, c'est toute la semaine que ça se passe à la maison avec les parents et que finalement, on ne proposait pas assez aux parents de se saisir de ce qu'on a apporté. On a mis en place ce groupe parents-enfants avec des objectifs. À chaque fois qu'on met en place un projet, on propose des objectifs. Donc permettre, comme des groupes classiques, permettre à l'enfant une rencontre avec l'autre dans un partage relationnel, émotionnel, sécurisé par la présence de son parent. Permettre un espace de rencontre corporelle, donc on est psychomote et kiné, donc forcément c'est autour du corps que ça se passe. Donc rencontre corporelle entre pairs pour expérimenter et affiner l'ajustement tonique, qui est d'ailleurs quelque chose de très très fin chez l'enfant polyhandicapé. Enfin, il faut vraiment prendre le temps de cette lecture-là. Soutenir les intentions motrices par la dynamique exploratoire et interactionnelle. En le lisant, j'ai peut-être l'impression que c'est un langage un peu professionnel, un jargon, je ne sais pas si on est assez clair. Stimuler le développement moteur, favoriser la dynamique de groupe et proposer aux parents de s'approprier des gestes dans le guidage corporel de leur enfant, ce qu'on avait dit tout à l'heure, afin de les accompagner vers une autonomie motrice. En fait, on a envie de créer du plaisir, de l'intentionnalité, l'envie d'eux et tout ça dans un partage relationnel. Donc dans la mise en place de ce groupe parents-enfants, en fait, on a eu une opportunité. C'est une intervenante musicale qui s'est présentée à nous pour proposer un travail de médiation par la musique auprès du CAMS. Et du coup, nous, on s'en est saisi parce que c'était assez approprié. On trouvait que c'était un bon appui aussi pour les familles parce que se retrouver là... tous ensemble, professionnels, parents, enfants, il y avait un côté peut-être un peu... ça apportait de la légèreté. Et on s'est dit que c'était... nous, ça nous a plu. Ce qu'on voulait signifier aussi, c'est que sur ce groupe-là, il y a une coloration pluriculturelle. Donc et c'est quelque chose sur lequel on s'appuie par rapport aux façons de bouger, aux instruments de musique. Voilà.
On s'appuie aussi sur une dynamique d'ajustement entre les professionnels et l'intervenante. Donc c'est une intervenante qui ne connaît pas spécifiquement cette population-là. Et du coup, voilà, on est dans cette construction-là, en fonction des besoins qu'on repère chaque fois de chaque diade. Ce qu'on appelle diade, c'est un enfant et son parent. Donc ce sont des mamans qui viennent là. Et puis, voilà, en fonction des observations à chaque séance, on fait le point avec cette intervenante musicale et elle s'ajuste à ce qu'on souhaiterait proposer. Évolution conjointe au déroulement ce sont des enfants qui ont par ailleurs des séances en individuel et du coup on fait beaucoup d'allées et venues par rapport à ces séances-là et on repère ce qui se passe et voilà, il y a des ponts entre ces séances en groupe et ces séances en individuel. Donc concrètement, les modalités du groupe, on parle d'un espace intermédiaire, c'est-à-dire un temps d'accueil qui a toute son importance. C'est un petit temps fouillis où on se déshabille, on enlève les chaussures et où ça papote. Voilà. On a mis les mamans entre parenthèses parce que c'est beaucoup les mamans qui échangent des nouvelles, qui papotent. On a un petit rituel de chansons de bonjour avec des instruments d'accueil qui a un temps où on est plus centré sur les enfants. Voilà. Après un temps d'exploration de plusieurs instruments de musique et de rencontres au sol, il y a un temps de portage un peu dynamique. L'intervenante musicale, vous verrez, elle joue du violon. Voilà, et puis avec des mouvements autour de ça, et puis une chanson, un rituel de chanson de au revoir. Du coup, maintenant, on a monté un petit film pour vous présenter un peu le groupe. À vélo, vélo, à vélocipède, à vélo, vélo, à vélo, à véli, vélo, à vélocipède, à véli, vélo, à vélo, moto, à véli, vélo, à vélocipède. Il a pris ta gueule. C'est la question. C'est clair, hein? Ouais. Non, d'habitude, il n'est pas comme ça. Puis le fait tourner.
Pèse-toi. Et alors? Bravo. Ouais. Qu'est-ce que ça te prend ça la semaine dernière? Bah oui, t'as pas fait ça. Allez, ouais. Allez, ouais, vas-y, fais quoi ça? Vas-y. Oh, ça arrêtera, c'est un film, vas-y. Un film d'horreur? C'est pas C'est pas vrai. arrêtera, tu passes devant. Viens, arrête. Viens, arrêtera. Oh là là. Oh là là, c'est pas si dur. Qu'est-ce que dire? Allez, arrêtera. Allez, fais bouger ces petits pieds là. Allez, hop, avance. Bravo. Avance. Ah non, tu cherches pas sur moi. Vite, hein, parce qu'elle a une obligation. Allez, Raël, allez, Raël. Qu'est-ce qu'elle m'embête, moi, si. Mais qu'est-ce qu'elle m'a... Ouais. Un mot doux, qu'il est doux. Au revoir. Donc ce groupe, il existe depuis octobre. Du coup, ce qu'on observe sur ce groupe, c'est des grands moments de partage, de plaisir partagé entre les mamans, entre parents et professionnels, et entre parents professionnels et enfants. Que les enfants, effectivement, ont toujours ce temps où ils sont très proches des mamans, et puis petit à petit, ils se sentent en sécurité, ils vont vraiment vers l'autre. Que les parents se questionnent entre eux, nous questionnent autour de l'ajustement qu'il peut y avoir entre les enfants aussi, par peur de se faire mal ou des choses comme ça. Ensuite, sur l'intentionnalité motrice, donc ce que je vous disais, il y a vraiment des élans vers les autres enfants, il y a des élans vers les autres parents, il y a des parents qui ont des élans vers les autres enfants aussi. Enfin, ça va dans tous les sens. Que les mamans prennent de l'assurance et du coup sont spontanées avec les autres enfants, avec nous, avec tout le monde. Et que ce qu'on observe aussi, qui est chouette, c'est que ce qui est travaillé aussi en séance individuelle, on voit qu'elles s'en imprègnent et que du coup elles essayent de le refaire sur la séance. Et puis notre présence leur permet aussi en fait d'être en confiance et de réessayer. Et puis c'est pas grave, nous on est juste à côté pour faire un petit appui en plus pour que ça aille jusqu'au bout et que ça fonctionne. Donc en fait ce groupe, donc on le construit sur le temps de la séance, ça se voit pas forcément sur le petit film, mais nous on est tout le temps en train d'évoluer et de voir qu'est-ce qui se passe et d'essayer de réajuster en temps réel ce qu'on va pouvoir faire. On voit aussi ce qui se passe du côté des mamans, on essaye des fois d'induire, mais aussi de se retenir de trop induire et du coup juste par notre posture de... Et que là aussi c'est marrant parce qu'on se rend compte que nous, on voit des choses qu'on aurait envie de mettre en œuvre si ça avait été nous. Et le fait de se retenir, finalement, ça laisse vraiment la place à ces mamans de le mettre en œuvre dans leur temps à elles, qui est aussi le temps de leur enfant. Et on doit faire aussi ce petit travail d'ajustement, d'y être sans trop y être, et puis des fois d'y être un peu plus, parce que des fois, il y a besoin de ce petit coup de pouce. Et voilà, ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi à faire. Mais voilà, en fait, dans nos têtes, on a l'impression comme ça qu'on est beaucoup dans de la fluidité, etc. Mais dans nos têtes, on est très, très vigilante et très concentré, au final, sur ce qu'on peut proposer ou ce qu'il faut qu'on retienne aussi. Il y a des verbalisations sur le moment, c'est-à-dire qu'en fait, on cafouille, on se dit, mais tiens, si on essayait ça plus tôt, et puis peut-être cet instrument-là, ça permettrait de le mettre au milieu, pas au milieu, etc. Donc, on s'autorise à pas être dans quelque chose de fluide, mais être dans quelque chose qu'on construit sur le moment ensemble. Après, nous, on fait quand même un travail a posteriori, après chaque séance, d'élaboration des séances suivantes, en fonction des retours qui sont faits sur le moment, des besoins qu'on observe, qui sont propres à chacun, et puis des vécus. Il y a vraiment des allers-retours avec les séances en individuel, avec des choses qui sont dites sur le temps de la séance individuelle, de ce qui a été vécu sur la séance de groupe.
et puis de ce qui est mis en place en séance individuelle et qui apparaît spontanément dans le groupe alors que finalement ça pataugeait dans les séances individuelles. Voilà. Et puis, il y a l'ajustement d'Audrey, donc l'intervenante musicale, qui vraiment s'est mise au service de notre travail, qui découvre aussi ce genre d'enfant. Et voilà. Et vraiment, elle fait un super travail parce qu'elle a fait un travail de recherche sur des comptines, sur des instruments de musique, voilà, ce qui va favoriser le mouvement, les vibrations, parce qu'il y a aussi des fois... des difficultés auditives chez certains enfants. Là, on a 2 enfants, mais en fait, il y a d'autres enfants qui peuvent être présents sur le groupe aussi. Voilà, et cet ajustement aux temporalités individuelles dont on ne cesse de parler depuis ce matin. Et donc, en conclusion, pour nous, c'est un nouvel espace parent professionnel qui se crée avec beaucoup de complicité, du partage, et quelque chose de différent des soins individuels, donc vraiment une espèce d'espace intermédiaire, mais qu'on apprécie vraiment tout particulièrement. C'est un temps de plaisir pour tout le monde. C'est vraiment ce qu'on a ressenti, quoi. Quelque chose où il y a un peu plus de spontanéité de la part de tout le monde. On le vit comme un vrai travail d'équipe avec les familles. Voilà, même si peut-être qu'à terme, on pourra réfléchir à du plus. On peut toujours aller plus loin. Ça met vraiment du sens, ça met en sens les prises en charge qu'on a en individuel qui peuvent être parfois un peu techniques et finalement là c'est un peu plus vivant, écologique. Ça permet d'avoir un autre regard sur les enfants. Nous, on les découvre autrement aussi. Et puis, tiens, Flore, je te laisse le mot de la fin. Et du coup, ça nous apprend surtout... les mamans, elles nous sollicitent et elles nous apprennent à être au service de leur relation avec leur enfant. Et du coup, ça, c'est assez précieux dans la relation parent-professionnel.